Et voici maintenant Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, la mort jumelle de Fletcher Flora. Ce matin, je suis de très mauvaise humeur. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est samedi et que j'aime pas être dehors un samedi à 7 heures du matin. La seconde, la pire, c'est que je me trouve actuellement sur un terrain de golf. Or, je déteste le golf. Ne me demandez pas pourquoi, je vous le dirai pas. Donc, Fuller et moi, on descend un talus en direction d'un petit lac. Entre nous et le petit lac, au pied d'un vieux chêne noueux et, comme on s'en doute, distingué, se tient un groupe composé de 4 hommes et d'un enfant. Le môme tient d'une main une canne à pêche et de l'autre une boîte verte contenant sans doute du matériel de pêche à la ligne. 2 des 4 hommes sont des flics en uniforme chargés par le commissariat de faire en sorte que personne ne touche à rien jusqu'à notre arrivée, Fuller et moi. Le 3e est un des employés du golf. Quant au 4e, il gît, le nez dans le gazon, la tête en direction du talus, raide mort. Fuller et moi, on est flics, mais vous l'aviez deviné, hein? Je jette un coup d'œil au Maccabée. Âge, entre 30 et 35 ans. 1m70, 80 kilos environ. Yeux bleus ouverts sur l'éternité. Cravate, chemise, pantalon, chaussures en camailleux de brun. À 5 mètres du corps, un veston de tweed. Je m'approche du veston et je glisse la main à l'intérieur. La victime a un genre à mettre son portefeuille dans son veston plutôt que dans la poche arrière de son pantalon. Tout juste, Auguste. J'ai le portefeuille en main. À en croire le permis de conduire, notre élégant trépassé s'appelait Alexander Gray. Alexander Gray habitait tout près d'ici. Il a été tué d'une balle en plein cœur, petit calibre, 22. Et c'est l'enfant qui a découvert le corps. J'aime pas les golfeurs, mais j'aime les enfants. Alors je lui offre une tablette de chewing-gum. Comment tu t'appelles, mon grand? Harry, monsieur. Harry Peytonhauser. Si tu me racontais tout, Harry. J'allais à la pêche dans le petit lac, monsieur. J'ai la permission de monsieur Everson, le directeur du club. C'était quelle heure, Harry? Je peux pas le dire, monsieur. Il faisait pas jour depuis longtemps. Ça mord mieux le matin. Alors, qu'est-ce que t'as fait quand t'as vu le corps? Rien, monsieur. J'ai parlé une fois ou deux pour voir si le type il allait me répondre. J'ai eu la trouille et j'ai couru jusqu'à la maison de monsieur Tompkins, le gardien. Merci, fiston. Allez, va voir si ça mord ce matin. Je me tourne vers monsieur Tompkins, mais avant même que je lui ai posé la moindre question, le vieux bonhomme jure ses grands dieux qu'il connaît pas la victime, qu'il a touché à rien et qu'il s'est contenté d'appeler les flics dès que le môme est venu le prévenir. Je le remercie et je lui demande d'aller chercher monsieur le directeur. Pendant ce temps-là, j'approfondis mon inspection des lieux, mais en vain. Il y a autant d'indices que dans la barbe du Père Noël. Pourtant, il y a un détail qui me tarabuste. Le veston. Pourquoi est-ce qu'il se trouve à 5 mètres du corps, le veston? Là-dessus, un petit bonhomme rondouillard, rasé de frais, descend la colline au petit trot. C'est le directeur du club. « Je suis monsieur Paul Iverson, le directeur. Que se passe-t-il, lieutenant ?» Pour toute réponse, je lui montre le corps. « Oh, incroyable! Est-ce un suicide, lieutenant ?» C'est ça, un suicide. C'est avec son doigt qu'il s'est troué le cœur. Calibre 22, monsieur Iverson. La balle a été tirée à une certaine distance, vu l'absence de traces de poudre. Connaissiez la victime? Jamais vu. Mais ce qui ne veut pas dire que la victime ne connaissait pas quelques membres du club. Faudra que je vérifie ça. Comme on n'a plus rien à faire dans le coin, Fuller et moi, on recommande aux flics en uniforme d'éloigner le monde en attendant que le médecin légiste et les gars du labo arrivent. Sur quoi, nous filons à l'adresse de la victime. Un bel immeuble cossu. Je m'adresse au gardien. Y a-t-il un locataire du nom d'Alexander Gray? Oui, appartement 306.
Il partage l'appartement avec monsieur Rufus Fleming. Pouvez-vous nous y conduire, monsieur, des fois que monsieur Fleming serait absent? Le gardien, qui comprend vite, prend son passe et nous montons. Nous sonnons plusieurs fois, personne. Le gardien ouvre en faisant la grimace. C'est curieux, ça. Ils sont rentrés hier, tous les deux, de bonne heure. Des gens très bien, vous savez, très très bien. À propos, que se passe-t-il? Il se passe que M. Alexander Gray est mort, monsieur. Vous pouvez disposer, merci. Le gardien s'en va en grommelant, abasourdi. D'un coup d'œil, je me rends compte de deux choses. Primo, messieurs Gray et Fleming ont les moyens. Tableau de maître, mobilier de prix, tapis d'Orient. Secondo, l'appartement est aussi propre et ordonné qu'une salle de chirurgie cardiaque. Sans lunettes solaires, impossible de regarder les cuivres plus de 15 secondes. Bon, il est temps de se mettre au boulot. En général, je préfère les salons. Après avoir inspecté les livres d'une bibliothèque consacrée à l'art en général, je m'arrête devant une immense cheminée sur laquelle trône la photographie d'une jeune femme. Je lis la dédicace. À Rufus et Alexander, avec toute ma tendresse, Sandy. J'examine le visage de la jeune femme. Un très joli visage, mélancolique, en forme de petit cœur, des yeux tristes et tendres, passionnés. Une bouche qui me dit que je suis en train de tomber amoureux. Un peu plus loin, sous une reproduction d'un tableau de Daumier, Don Quichotte et Sancho Panza, se trouve une grande boîte en cuir. Je l'ouvre histoire d'oublier la bouche de Sandy. Nichés dans du velours, 2 flingues, 2 revolvers calibre 22. Ben voyons. Je les inspecte. Astiqués, graissés, clean, comme des instruments de chirurgien. C'est drôle. Quelque chose me dit qu'il faut que je la voie, cette mademoiselle Sandy, et le plus tôt possible. J'ai dans l'idée que ça risque d'être très très intéressant, comme vous le verrez dans quelques instants. Rufus, mon coéquipier et moi, on descend montrer la photo au gardien qui se remet de ses émotions devant un petit verre de liqueur. Vous connaissez cette jeune femme? Mademoiselle Sandy Shaw. Oh, ben c'est l'amie de M. Fleming et de M. Gray. Elle vient souvent et ils se connaissent depuis l'enfance. Vous avez son adresse? Non, mais je peux regarder dans l'annuaire téléphonique. Et le vieux gardien m'apprend également que M. Fleming et M. Gray font du tir et qu'ils sont inscrits dans un club et qu'ils n'ont qu'une auto pour 2, qui en principe doit se trouver au garage. Et puis il me donne l'adresse de Sandy Shore. Ils sont quand même bizarres, non, ces messieurs Alexander et Rufus? Le même appartement, la même voiture, la même petite amie. Effectivement, la voiture est au garage, moteur froid comme un sourire d'huissier. Où que se trouve M. Fleming, il a dû y aller à pied. Fuller file au labo de la police avec les revolvers et moi, je file chez Sandy Shore. Que voulez-vous, c'est le privilège du grade, hein? Elle est encore plus belle au naturel qu'en photo, mademoiselle Sandy Shore. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, croyez-moi. Bonjour, mademoiselle. Je suis le lieutenant de police Joseph Marcus. Je peux entrer? Elle incline sa jolie tête, elle s'efface et j'entre. Vous n'avez pas l'air d'un policier, lieutenant? Ah, bon. Comment je dois prendre ça, mademoiselle? Comme un compliment? Elle se contente de sourire, d'un très, très joli sourire, et elle me demande le but de ma visite. Ah, je crains fort qu'il ne s'agisse d'une très mauvaise nouvelle, mademoiselle Shaw. J'ai l'impression qu'elle blêmit très légèrement. Mademoiselle, est-ce que vous connaissez un certain
Alexander Gray. Alexander, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe, lieutenant? Il est mort, mademoiselle. Tué d'une balle en plein cœur. Alexander, mais c'est absurde. Oh, la vérité est souvent absurde, mademoiselle. Brusquement, elle se lève et va vers la fenêtre. Quelques minutes plus tard, elle se rassied. Pauvre Alex. Pauvre Alex. Dites-moi, Sandy, vous étiez très lié avec lui? Oui, lieutenant. Très. Je me demande d'ailleurs comment vous le savez. À moins que vous n'ayez parlé à Rufus. Rufus Fleming, je veux dire. Oui, non, je ne lui ai pas parlé, mais j'aimerais beaucoup lui parler. Savez-vous où il pourrait être? Quoi, il n'est pas chez eux? Ils partageaient le même appartement, vous savez. Oui, je sais, mademoiselle, et leur voiture est au garage. Oh, Rufus aime les longues marches, lieutenant. En général, il part très tôt et marche toute la journée. Et comme on est samedi... Oui, je vois, mademoiselle, oui. Dites-moi, à propos, mademoiselle Sandy, je me suis permis de prendre votre photo, vous savez, celle qui est sur la cheminée dans leur appartement. Et, voyons, je ne sais pas comment dire. Eh bien, dites-le, lieutenant. Curieuse relation, n'est-ce pas? Voyez-vous, ils m'ont toujours aimé tous les deux. Et moi aussi. Je les ai toujours aimés tous les deux. Vous savez, si ce n'était que moi, je les aurais épousés tous les deux. Mais c'est impossible. Je les aime exactement autant l'un que l'autre. Exactement. Ah ben maintenant, le problème semble résolu, Sandy. Je me mords aussitôt les lèvres d'avoir dit une telle bêtise. Mais curieusement, elle me regarde calmement. Oui, dans un sens, lieutenant, vous avez raison. Mais ce ne serait pas très juste pour Alexander. Aussi, par souci d'impartialité, je crois que je vais abandonner Rufus aussi. Alors là, je suis soufflé, voyez. Je suis soufflé, mais je le montre pas, hein, comme au poker. Faut pas montrer son jeu. Dites-moi, mademoiselle Sandy, vos deux amis adoraient le tir, pas vrai? Oui, lieutenant. Je suppose que vous avez vu leurs deux revolvers. Je possède également un 22, vous savez. Nous appartenons tous au même club. Je suppose que vous voulez le voir? Elle se lève et va vers un petit bureau dont elle sort un calibre 22, absolument identique aux deux autres. Propre, graissé, nickel. Mademoiselle Sandy, auriez-vous, s'il vous plaît, une photo de Monsieur Fleming? Oh non, lieutenant. Alexander et Rufus ont toujours détesté de se faire prendre en photo. C'est bizarre, je vous l'accorde, mais c'est ainsi. Ah ouais. Pourriez-vous me décrire Monsieur Fleming? La description qu'elle me fait pourrait correspondre à environ 1,5 milliard d'individus. Je la remercie quand même et je me lève en jetant un petit coup d'œil autour de moi. Une porte ouverte donne sur une cuisine, une autre fermée donnant sans doute sur une chambre à coucher, sur une salle de bain. Même type d'appartement que celui de ces deux soupirants. De retour au commissariat, j'apprends ce que je sais déjà. Qu'Alexander Gray a été tué d'une balle de 22 en plein cœur. Le service de la balistique est toujours sur les flingues de la cheminée. Quant à Sandy, c'est curieux, mais je m'attendais à davantage d'émotion de la part d'une si frêle créature. C'est curieux quand même, ça, non? C'est ainsi que je passe un samedi comme je les aime, en forme de point d'interrogation sur l'air de « mais qui est qui ?» Le dimanche matin, il y a une petite éclaircie. En l'occurrence, un jeune homme, un certain Herbert Richards, qui aurait des révélations à me faire. Tiens. Asseyez-vous, monsieur Richards, je vous écoute. Eh bien voilà, lieutenant. Hier matin, à l'aube, ma voiture est tombée en panne près du Golf Club. Et comme j'étais déjà très en retard, je travaille sur le chantier de construction près de la mairie. Donc, comme j'étais déjà très en retard, j'ai laissé ma voiture sur place et j'ai pris un raccourci par le terrain de golf en longeant une sorte de petit ravin qui coupe le parcours en diagonale. C'est à peu près à mi-chemin que j'ai entendu les détonations. Hein? Attendez, monsieur Richard. Vous avez dit les détonations. Oui, lieutenant. Les détonations. 2 détonations.
hier soir, quand j'ai lu dans le journal que la victime n'avait reçu qu'une seule balle, je me suis demandé si j'avais bien entendu. Eh bien, c'est oui, j'ai bien entendu 2 détonations très rapprochées, certes, mais 2. Et qu'avez-vous fait, monsieur Richard? Rien, lieutenant. Je vous l'ai dit, j'étais en retard, alors j'ai continué mon chemin. Vous savez, j'ai entendu un tas de détonations dans ma vie. C'est la première fois que j'apprends qu'il s'agit d'un crime. Ouais. Mais quelle heure était-il, monsieur Richard? Écoutez, le jour venait tout juste de se lever, lieutenant. Je me suis dit que c'était peut-être important. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Et vous avez très bien fait, monsieur Richard. Je vous en remercie. Et bien sympathique, ce monsieur Richard. Mais ce qu'il vient de me dire ne fait qu'épaissir encore un peu plus le mystère. Alors je me mets en position de méditation. Pieds sur le bureau, chaise renversée, mains sur le ventre, les yeux fermés. Alexander Gray, Rufus Fleming et Sandy Shore. Triangle affectif extravagant, gens extravagants, situation extravagante. Gray sur le gazon, son veston jeté à 5 mètres de lui. Un peu plus loin, Monsieur Richard, au pas de course, qui entend 2 détonations. 2 détonations. 2 revolvers calibre 22 dans un petit coffret sous les effigies de Don Quichotte et Sancho Panza. Tout va par 2, quoi. Tout va par... C'est alors que je me rappelle le bref coup d'œil que j'ai jeté dans leur salle de bain. Sur la tablette du lavabo, il n'y avait qu'un seul rasoir et qu'une seule brosse à dents. Nom d'un chien, mais c'est pas possible. Non, j'arrive pas à y croire. Je me rends immédiatement au labo, mais il me manque une information spécifique qui dépend du coroner. Je laisse un message et je prends la direction de l'immeuble de Sandy Shore. Bonjour, lieutenant. Vous voulez me parler à nouveau? Oui, mademoiselle, et c'est très important. Ça vous ennuie? Ah non, non. Enfin, oui, lieutenant. Enfin, je suppose que je n'ai pas le choix. Je serai bref, mademoiselle Sandy. Asseyons-nous, je vous prie. Quand elle prend place en face de moi, je la fixe un moment. Et puis, son attention bien captée, mes yeux glissent ostensiblement jusqu'à la porte de sa chambre. Est-ce que je peux entrer dans votre chambre, Sandy? Non, certainement pas. Enfin, lieutenant, je veux dire certainement pas. Je me lève et je me dirige vers sa chambre. Elle file devant la porte pour m'en barrer l'accès. Non, rassurez-vous, mademoiselle Sandy, rassurez-vous. Je n'entrerai pas dans votre chambre sans votre permission. Non, je vais seulement téléphoner. Vous permettez? Téléphoner, lieutenant? À qui? À un juge? Pour un mandat? Non, Sandy. À un docteur. Car j'ai le sentiment que votre ami Rufus en a bien besoin. Je me trompe? Elle me fixe de ses beaux yeux, sans un mot. Puis hoche la tête en signe d'assentiment. Oh, lieutenant, j'ai pourtant pris soin d'aller remettre les revolvers à leur place, après les avoir nettoyés et graissés. Comment avez-vous deviné, lieutenant? Oh, je n'ai pas grand mérite, Sandy, allez. Un témoin est venu me dire qu'il passait par là et qu'il avait entendu 2 détonations. 2 détonations, Sandy. Voyez, en général, c'est bien ce qu'on entend au cours d'un duel, n'est-ce pas? C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, la mort jumelle de Fletcher Flora.